S'habiller à la mode sans casser sa tirelire, c'est la préoccupation de beaucoup de Français. T'aimes bien t'habiller à la mode? Pour dénicher les vêtements les plus tendances, nous dépensons en moyenne 420 € par an. 6,99 €. Ça fait 7 €. Là, ça fait un jean à pas cher. Dans les rayons des magasins, le produit star, c'est le jean. Quelle méthode les fabricants ont-ils inventé pour multiplier leurs ventes en quelques années? Les dessous d'un succès. Le premier truc qu'elles font quand elles essayent un jean, elles se tournent et elles regardent ses fesses. Donc, quand on a réussi à faire ça, c'est qu'on a tout gagné. Entre vendeurs et fournisseurs de vêtements, c'est une lutte à couteau tiré pour vendre toujours moins cher. Ah, commence pas à négocier les prix. Hein. On n'a pas commencé. Bien, tout augmente en Chine et maintenant les prix, c'est de plus en plus dur. Mais non, mais pas pour moi, pas pour nous. Tu sais bien que moi, mes clients, ils peuvent pas mettre trop cher. Hein. Aujourd'hui, les baskets sont portées en toute occasion et représentent un marché colossal. Mais dans la rue, vous êtes nombreux à porter de faux modèles sans le savoir. Alors comment éviter d'acheter des contrefaçons? Excusez-moi, c'est des vrais ou pas? Parce qu'il y a... C'est l'exposition, ça. Certains sites internet vendent des vêtements de grande marque jusqu'à 70 % moins cher qu'en magasin. Mais les clients en ont-ils pour leur argent? La livraison, c'est vraiment... Enfin, en l'occurrence, moi, j'ai toujours des problèmes de livraison. À l'approche de l'été, il faut trouver un maillot de bain parfait. Pour vendre ces centimètres de tissu en quelques semaines seulement, les marques n'ont pas le droit à l'erreur. Alors quelles sont leurs techniques pour vous vendre leur maillot de bain? Ceux qui n'auront pas misé sur la brillance, je pense, auront, à mon avis, du souci à se faire. Enfin, les enfants sont devenus une cible de choix pour les marques. Entre les fabricants, la bagarre fait rage pour séduire les parents. Il fait combien celui-là? 289. D'accord. Il te plaît celui-là ou tu préfères le gris? Mais pourquoi de plus en plus d'enfants ne parviennent-ils plus à s'habiller à la mode? Ça va, Elena? Non, ça va pas. Jeans, baskets, maillot de bain et mode enfant, vous allez tout savoir sur les secrets des fringues les plus tendances. Il y a 30 ans, la mode du jean reposait sur une idée simple. Un produit star identique pour tout le monde. C'était la mode du 501. Même coupe et même couleur pour un prix standard. Une époque révolue. Désormais, des enfants aux grands-parents, tout le monde veut son jean personnalisé. En France, c'est le pantalon le plus vendu, avec 70 millions d'exemplaires par an. Les Françaises ont en moyenne 4 jeans dans leur placard. Un marché juteux de 2 milliards d'euros. Et tous les fabricants veulent leur part du gâteau. Ils jouent la carte du design exclusif. Résultat, dans la rue, pas un jean ne se ressemble. Des noirs au bleu très clair, des usés jusqu'à l'extrême, des poches qui avantagent les fesses, et enfin des coupes qui mettent en valeur de belles jambes. Mais côté prix, ça part aussi dans tous les sens. Modèle à 95 €, 170, voire même 320. Certains jeans sont carrément vendus comme des œuvres d'art. La valeur unique de ces jeans est de 377 €. 377 €, une folie. À l'autre extrémité, vous pouvez dénicher des modèles à 14, 9, voire moins de 4 €. 6,99 €. Ça fait 7 €. En gros, là, ça fait un jean à pas cher. De 4 à 377 €, vous allez comprendre pourquoi il existe de telles différences de prix. Et si tous ces jeans sont de même qualité. Leïla, Constance et Magda sont étudiantes à Paris. Elles adorent la mode. Ce qu'elles portent le plus au quotidien, ce sont des jeans. Dans ce grand magasin, elles viennent acheter un nouveau jean ultra tendance. Pour elles, le choix ne va pas être facile car ici, il y a plus de 1500 modèles. Alors comment vont-elles s'y retrouver? Oh, regardez. Non, ça tu vois, non. Non, trop de délavage, c'est pas beau. C'est carrément strié, ils ont... Ouais. Ah non, ils sont allés carrément, c'est mis zébré. Non, c'est trop délavé. C'est trop délavé et puis la coupe, elle est pas terrible, quoi. C'est pas ça qu'on veut. On continue. Franchement, il est beau. Tu vois, moi, la couleur, j'ai du mal. Ah ouais, moi j'aime bien. je fais ça avec un petit peu des petites baskets. Moi j'aime bien, je trouve que c'est vraiment typiquement le jean que tu mets l'été en fait. Tu mets ça Il l'été. est microscopique. Bah, c'est du 24 en même temps. Mais faut chercher, moi je vais l'essayer.
Un jean slim, c'est-à-dire étroit, c'est l'ultime tendance pour Constance. Mais il y a un détail encore plus important à ses yeux. Verdict. Non, moi j'aime beaucoup. Il est simple, j'aime bien, mais la seule chose qui me déplaît, c'est le positionnement des poches en fait. Je le trouve très bien, la coupe près du corps, la couleur, mais c'est vrai que les poches arrière sont un petit peu basses et en fait ça aplatit un peu, aplanit un peu les fesses. Et bon, vu que je suis mince, j'en avais pas beaucoup. Malgré tout ce choix, Constance ne trouve pas son bonheur. Le jean qui met en valeur les fesses, c'est le secret pour devenir un best-seller et éviter le bide. Sur cette tendance, à côté des grandes enseignes, se sont implantés des petits fabricants. Ils ont fait fortune avec des détails qui sont les seuls à proposer et qu'ils vendent dans leur publicité. Ils surfent sur la mode des petites séries, voire du jean unique. C'est le cas de Lilian Richardière, qui travaille particulièrement les poches arrière. Le premier truc qu'elles font quand elles essayent un jean, elles se tournent et elles regardent ses fesses. Donc quand on a réussi à faire ça, c'est qu'on a tout gagné. Sur ce créneau porteur, un autre fabricant a inventé des coutures qui galbent les formes, le bottom-up. Le bottom-up, c'est vraiment ça. C'est les deux coutures, une de chaque côté, voilà, qui vont donner cet effet push-up vers le haut. Ensuite, vous avez la disposition des poches et qui vont suivre cette couture-là, qui va démarrer du bas de la hanche, qui va monter et qui va redescendre. Retour avec Constance et ses copines. Les jeunes femmes découvrent une nouvelle boutique. Constance n'a toujours pas trouvé le jean qui va mettre en valeur ses fesses. On vend de l'ultra-personnalisation. D'entrée de jeu, le vendeur propose à Constance un jean à son goût. Produit clair, je vais vous proposer celui-ci. Il y a une forte tendance sur le gris clair cette saison en fait. On revient très très fort. On voit beaucoup de kaki, on voit beaucoup de gris. Ce gris clair, il est vraiment la couleur numéro 1 cette saison. Donc en finition, on a mis des renforts aux genoux. On vous a proposé également ici des petits zips en poche. En ce qui concerne la ceinture, vous avez une ceinture qui est plus large. L'idée, c'est que ça mette encore plus en valeur la silhouette. En ce qui concerne l'arrière, du coup, on retrouve cette finition plus soft. Donc avec un pli de poche, comme si la poche avait vécu de la même manière que votre pantalon. Bah, il me plaît beaucoup celui-ci, j'aimerais bien l'essayer, oui. Ah oui, j'ai même besoin de faire le bas avec vous. La longueur est bonne là apparemment. Ouais, la longueur a l'air bonne. Qu'en pensez-vous? Il est bien, bah, il me sert pas du tout en fait. Sur le cintre, j'avais pas vraiment aimé, mais porté, je trouve vraiment, il met en valeur ta silhouette en plus. En fait, ça change complètement de l'autre jean en fait qu'on a essayé tout à l'heure. Le positionnement des poches, ce dont on parlait tout à l'heure, vous avez vu, elles sont vraiment positionnées de manière idéale pour bien galber et bien mettre en valeur en fait. J'aime bien la couleur. Et il coûte combien ce jean? Alors celui-ci, ça c'est les nouveautés, j'ai pas encore tous les prix en tête, il est à 109 € celui-ci. 2 fois plus cher qu'un jean standard. C'est le prix de la personnalisation recherchée par tous. Constance finit par l'acheter. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Au revoir. Dans ces murs, tous les jeans design affichent des tarifs très élevés. Alors les prix de cette boutique sont-ils vraiment justifiés? Notre enquête sur les jeans exclusifs nous mène à Marseille. Sur la corniche Kennedy, au guidon de son dernier bolide, voici le patron de la boutique que nous avons visitée avec Constance. Lilian Richardière, 40 ans, l'un des rois du jean ultra personnalisé. Il a créé sa marque il y a 13 ans. Bonjour, salut. Depuis, il vend 2000 jeans par jour dans 1600 points de vente. Est-ce qu'on est ici? Au cœur de la marque, c'est ici qu'on dessine tous les jeans. Cette société, c'est une histoire de famille. Je vous présente mon père. Bonjour. Qui m'a appris tout le métier. Gilles, le père, est un ancien fripier. À lui, la stratégie commerciale. Lilian se charge du stylisme. Ça s'est bien passé ton voyage? Super, ah oui, c'était... Mais on a rencontré de nouveaux investisseurs là. Lilian n'est pas à une mise en scène près pour vendre ses jeans comme des œuvres d'art. Dans ce magnifique coffre-fort médiéval, il conserve son modèle fétiche. Donc, ça, c'est les premiers jeans. Des jeans vintage. Le vintage, c'est reprendre les histoires anciennes et les remettre au goût du jour. Et en fait,
C'est à nouveau faire rêver la jeunesse, faire rêver les gens à travers des produits qui ont déjà existé, mais les remettre d'actualité, quoi. Voilà, c'est ça un petit peu. Chaque jean, chaque marque a une identité, un ADN. Et nous, c'est une couleur, c'est un lavage et c'est aussi un jean qui fait de très belles fesses pour filles. Voilà. Je les remets au frais, au coffre. Un jean qui fait des belles fesses, c'est la recette du succès pour Lilian. Mais pour vendre toujours plus de modèles, il doit innover en permanence. Et à chaque fois, il mise très gros. Lancer un nouveau jean, lancer une nouvelle collection, c'est un risque. Une collection coûte à peu près par an entre 800 et 1 million d'euros. 1 million d'euros pour chaque nouvelle collection. Un gros investissement pour réaliser 300 prototypes chaque saison. Le problème, c'est que tous ne deviendront pas des best-sellers. Lilian a encore certains échecs en travers de la gorge. Ça, c'est un produit qui n'a pas marché. Le lavage n'est pas super. Celui-là, on l'a annulé. Les gens en ont marre de ces broderies. C'est vrai, c'est pas... Voilà, donc on est passé sur d'autres détails. Il n'est pas tendance, il a été trop vu. Une sévère déconvenue. Rien que sur ce modèle, le patron a mordu la poussière. Des milliers d'invendus sur les bras et près de 100 000 euros de pertes. Pour chaque nouvelle collection, il n'a pas le droit à l'erreur. On espère que ça va marcher. Hein. Il faut que ça marche. Pour se différencier de ses concurrents, Lilian apporte une touche personnelle à tous ses modèles. Chaque détail compte, même les boutons. Donc là, par exemple, on a travaillé sur un effet rouillé. Ouais. Donc, le bouton n'est pas rouillé, mais c'est la galvanisation qu'on a traitée sur le produit qui donne cet effet rouillé. On peut l'avoir également plus étroit ou en plus large, hein, comme j'aime bien cet effet rouillé, il fait vraiment... Il est bien réussi, ouais. Ouais, il fait vraiment authentique. Hein. Il va dessiner un bouton et avec ce bouton-là, on va lui appliquer ce traitement-là. Voilà. Donc ça sera entre guillemets un produit sur mesure qu'on retrouve nulle part ailleurs. Bouton, étiquette, fermeture éclair, tout y passe, y compris les rivets. Donc une fois délavé, on va retrouver un coloris cuivré. Ah ok. C'est exactement la même fonction, c'est pas la même forme. Donc c'est un look différent, on va dire. Et c'est plus cher? Ce type de rivet-là est un peu plus cher. Ouais. Parce qu'à titre d'info, un rivet comme ça tourne dans les 70 euros les 1000 pièces. Alors qu'un produit comme ça va tourner, à mon avis, dans les 45-50 euros les 1000. C'est 30% plus cher. Mais avec ces détails originaux, Lilian espère devancer ses concurrents. Ce qui rapporte surtout, c'est le client qui va voir la différence. Parce que nous, il va avoir de la création dessus, il va y avoir... c'est l'identité du produit. Très bien. Et je le mettrai sur la collection. Ça roule. Allez, je te remercie. Ciao. Ciao. Lilian dépense 8 à 10 euros en accessoires par modèle. Mais au final, à combien lui revient son jean? Le prix de revient d'un jean, c'est entre 30 et 40 euros. 30 à 40 euros, c'est ce que lui coûtent les jeans qu'il revend, plus de 100 euros. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se les payer. Pour capter une clientèle plus modeste, certains fabricants ont donc développé des stratégies hyper agressives sur les prix. Dans cette zone industrielle nantaise, se succèdent les magasins de hard discount. C'est ici que Stéphanie se fournit en jeans pas chers pour sa famille. Elle est femme de ménage et ne peut s'acheter un jean à 100 euros. Avec cette somme, elle doit habiller toute la famille, dont la petite dernière, Théonie. Aujourd'hui, elle cherche un jean branché, mais pas cher. Là, c'est pas un jean de marque et pour 7 euros, c'est un jean qui peut être très très bien porté. Donc moi je prends, oui. Ah, oui. Le panier est plein là? Le panier, oui, il est plein. Des jeans à 7 euros et un peu plus loin, Stéphanie en découvre même à moins de 4 euros. Comment ces magasins arrivent-ils à casser autant les prix sur les jeans? Démonstration. Ce matin-là, dans cette berline de luxe arrive David, un négociant en textile. Il a rendez-vous avec Pascal, le responsable des achats dans ce magasin hard discount.
j'arrive de Chine. Ah oui, d'accord. Ouais, j'y ai passé 15 jours. Super. On attaque? Ouais, c'est Allez. parti. David veut vendre un maximum de jeans sans diminuer ses marges. Pascal, lui, va tout faire pour baisser les prix de ses pantalons. Ah, c'est bien. Avec tous les petits détails comme ça. Et ça en production, ça va? C'est pas trop compliqué? C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que le prix sera pas le même que... Ah, commence pas à négocier les prix. Hein. On n'a pas Tu sais commencé. bien, tout augmente en Chine et maintenant les prix, c'est de plus en plus dur. Mais non, mais pas pour moi, pas pour nous. Tu sais bien que moi, mes clients, ils peuvent pas mettre trop cher. Hein. Ici, on ne cherche pas à innover, mais à casser les prix. Chaque jean se négocie à couteau tiré, comme à la bourse. Pour les jeans filles, garçons, je peux te proposer 3,50 $. 3,50 $? Ouais. Ah ouais, quand même. Et ils sont plus travaillés avec les autres, hein, t'as vu? Ouais, d'accord, mais bon... Les strass, tout ça. 3,50 $. 3,50 $, soit 2,40 € seulement, le jean. C'est encore trop cher pour Pascal. Ouais, tu vois, ça veut dire que là, il faudrait que je vende 7 €. Moi, je peux pas vendre 7 €. Je t'ai dit qu'il fallait vendre 5,99 $. David est tendu, ses bénéfices risquent de s'envoler. Annonce-moi ton prix. Allez, vas-y. Dis-moi ton prix, dis-moi ta target de prix et puis je... Faut que j'achète 3 $. Faut que j'achète 3 $. 3 $, c'est pas possible. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, tu sais bien. C'est quoi tes volumes? Tu m'avais parlé de grosses quantités, alors vas-y, dis-moi si tu peux aujourd'hui augmenter. Ah, je peux te faire... Regarde, je peux te faire un modèle, 2 modèles, 3 modèles, 4 modèles. Mais à me quand même, t'as vu hein? Il y a beaucoup... Regarde. Oui, il y a du travail, Mais bon, hey, c'est de la belle marchandise. ça va, tu gagnes bien ta vie, hein. Oh. Ah, je la gagne moins qu'avant, hein, c'est dur maintenant. Non, ça va. Tu dis oui ou tu dis pas oui, mais faut qu'il y ait un moment, faut prendre des décisions. Et Pascal sait comment lui mettre la pression. Moi, j'ai un autre fournisseur qui vient cet après-midi pour la femme, donc c'est à toi de voir. Si tu peux peut-être un peu gonfler ta quantité par modèle, ça peut m'aider Allez, à faire baisser le prix. Non, je peux pas. Pascal reste intraitable. Entre eux, tout se joue à 1 ou 2 centimes près. Et aujourd'hui, David a perdu cette bataille. D'accord. Et chaque fois, il demande des prix assez bas. Donc c'est toujours une lutte. Mais comment Pascal arrive-t-il à faire fabriquer ces jeans à des prix aussi dérisoires? Il a des usines. Aujourd'hui, ces usines travaillent pour d'autres enseignes que la nôtre. Et il y a des moments où il n'y a pas de travail dans les usines. Et nous, c'est à ce moment-là où on lui donne des commandes. Et donc, c'est un peu notre deal ensemble. C'est vrai que leur stratégie à eux, c'est toujours d'essayer de placer leurs commandes dans les périodes où moi, mes usines sont plus disponibles. Donc, il est plus facile pour moi, après, d'arriver à négocier les prix. Avec cette stratégie, l'enseigne est devenue la moins chère du marché. Et elle a doublé son chiffre d'affaires en 10 ans. C'est question de marge. Il y a des chaînes de magasins qui développent des marques et puis ils ont besoin de marger plus. Voilà. Après, ce sont les mêmes produits, ils viennent du même endroit, vous savez. Hein. Il n'y a pas 50 pays dans le monde où on fait fabriquer. Je pense que tout le monde va au même endroit. En France, le commerce des jeans pas chers représente 40% du marché. Mais que valent vraiment ces pantalons vendus moins de 10 €? Nous avons posé la question à Lilian Richardière, notre fabricant de jeans à 100 €. Sans surprise, il n'accorde pas beaucoup de considération à ses produits. Voilà des jeans de la concurrence. Qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, c'est de la mauvaise qualité, vraiment très très souvent. Donc ça, c'est notre jean qui vaut, ça vaut 100 €, ça vaut 20 €, mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est complètement différent. Bon, celui-ci, il va durer, plus vous allez le mettre, plus il va être beau. Celui-là, au bout d'1 mois, il va ressembler à rien, il va pocher, vous allez le jeter pour en acheter un autre à 20 €. Le prix, c'est la créativité, c'est la qualité, c'est la création. Voilà, ça c'est du mass market, ça vaut rien, quoi. C'est incomparable. Incomparable? Vraiment? Pour le vérifier, nous nous sommes rendus dans ce laboratoire près de Lille, spécialisé dans le textile. Nous lui avons soumis une dizaine de modèles achetés à des prix très différents. C'est Elisabeth Govard, ingénieure textile, qui va les comparer. Là, regardez à l'intérieur, quand on ouvre la jambe, on n'a pas pris soin de couper tous les fils. Ici, par exemple,
tout est nickel. Ici, on a vraiment une couture extrêmement plate, avec 3 piquages. Et là, on a un simple assemblage avec un simple surfilage. Si on tire très très fort, on a risque de rupture. À l'inverse ici, on peut tirer de toute façon très très fort, ça ne va pas du tout bouger. Là, on a pris soin de découper autour, de faire quelque chose de plus gros, d'enlever les fils de chaîne sans détériorer la trame. Là, on a simplement passé 2 coups de rasoir ou 2 coups de cutter pour avoir un effet escompté. Donc là, on a peut-être passé 5 minutes et là 1. Clairement, les finitions ne sont pas du même niveau. Mais qu'en est-il de la qualité du tissu? En bas de l'écran, un jean de Lilian Richardière acheté 109 €. Au-dessus, un jean à 20 € de la grande distribution. Visuellement parlant, ces 2 supports sont réalisés avec des fils de nature identique. On est en 100% coton. Pour comparer des choses similaires, plutôt prendre les échantillons dans des parties bleu foncé. D'accord. Donc je vais déjà les découper. Voilà. Un morceau de tissu est prélevé sur chacun des pantalons. Le test peut commencer. Donc là, l'objectif de cette manip, c'est de simuler le frottement d'un genou contre un sol abrasif des heures et des heures et des heures. Les 2 jeans sont-ils de qualité différente? Au bout de 20 minutes, le verdict tombe. Si on les repositionne à l'endroit où on les a prélevés, en fait, on voit une légère modification de couleur. C'est légèrement blanchi. Ici, pareil. Mais très peu de différence et surtout pas dans les 2 cas de fils cassés. Donc un comportement à l'abrasion similaire. Et qualité identique. Et qualité identique, même si à la base, les prix des produits sont très différents. Les 2 jeans sont de qualité identique. Pour justifier un prix 6 fois plus élevé que le jean de la grande distribution, Lilian Richardière joue à fond la carte de la personnalisation. Et c'est à Rabat, capitale du Maroc, que nous allons faire d'autres découvertes encore plus surprenantes. Nous y retrouvons Lilian Richardière. Dans cette usine, il fait fabriquer ses jeans par des ouvriers marocains payés 10 fois moins qu'en Europe. Lilian a fait le déplacement car dans quelques semaines, il va lancer en France sa nouvelle collection. Alors il vient tout vérifier. Il va en profiter pour tester une nouvelle méthode de délavage. Le jeune patron n'a pas le droit à l'erreur. Première étape, passer au crible les finitions sur chaque modèle avec son collaborateur. Les coutures. Ça devient indéchirable. Et les poches, véritable signature sur ces jeans. Ça, c'est les dernières broderies qu'on a reçues. Ça, c'est pas bon. Hein. Il y a trop de décalage. C'est pas très joli. Là, c'est pas centré, tu vois, et il faut vraiment que ce soit centré comme celle-ci. Voilà. Là, j'en ai vu une. Celle-ci, elle est pas bonne. Celle-ci, elle est bonne. Il faut qu'il les trie, quoi. Ouais. Voilà. On a vu le montage du dos, le montage du devant. Donc là, l'article est terminé dans son piquage, dans sa confection, dans son montage. Là, à cette étape-là, on est à combien Là, on est à un peu plus de 20 €. Ça dépend, mais un peu plus de 20 €. 20 € le jean brut. Lilian pourrait le vendre tel quel et se faire une marge très confortable. Mais sous la pression des concurrents, il est obligé d'innover et doit dépenser 2 fois plus d'argent. Vous allez comprendre pourquoi. Salut ma poulette. En forme, toi? Ouais, super. On est en train justement de s'occuper de tes produits. Fredo est considéré comme l'un des meilleurs délaveurs au monde. Attends. Fais-le tourner, le pantalon. Gonfle-le. C'est sur lui que compte Lilian pour personnaliser ses jeans bruts et supplanter ses concurrents directs. Ce que tu fais comme ça, moi, ce que je veux ici, là, moi, je veux qu'ici, il soit marqué, toi. Il va être maltraité. Il va être maltraité dans le bon sens du terme. Pour être beau. Fredo tente même de reproduire la marque d'un portefeuille sur la poche arrière de ce jean. D'accord. On va essayer. Hein. Mais c'est magnifique.
On va essayer. Et celui-là, il va coûter cher parce que c'est moi qui le fais. Les jeans de Lilian vont ensuite passer de main en main pour être usés prématurément. On va passer entre 5 et 6 minutes à faire ces petits destroys. Donc c'est ce qui explique aussi le prix, la différence de prix en boutique. Pourquoi il faut faire toutes ces opérations manuellement? Parce que ça donne justement le côté un petit peu artisanal au produit, quoi. Autrement, c'est un peu trop industriel. Si on fait ça par laser, on a toujours la même forme, on a toujours la même ouverture. Là, chaque pantalon est différent, puisque chaque pantalon, en fin de compte, va être un peu plus fort, un peu moins fort. C'est un peu le charme du produit. Donc chaque personne aura un jean pratiquement unique, quoi. L'intérêt, il est là. Mais il y a encore une étape, la plus importante, le délavage. Un procédé très décrié, car délaver un seul pantalon nécessite plus de 40 litres d'eau. Alors Lilian et Fredo vont tenter une nouvelle méthode. Un délavage sans eau, plus écologique. Mais parviendront-ils au même résultat? C'est bon? On y va? Voilà, vous mettez les 2 sacs. 2 sacs de pierre ponce, légèrement humides. Et voilà le résultat. Un jean délavé sans eau, c'est l'avenir pour Lilian. Cet aspect poussière, il va disparaître. C'est sympa. Allez, viens. Ce pantalon poussiéreux va être soumis à une dernière étape étonnante. Je pense que si tu veux, comme l'action mécanique à sec, elle ne sera pas suffisante. On va faire tourner le pantalon. J'ai donc récupéré des anciennes balles de golf, donc, tu vois, qui sont usées, encore du recyclage. Tu vois. Et donc ça va nous permettre de casser un peu la fibre, de la rendre beaucoup plus souple, donc de donner l'impression du pantalon porté, usé naturellement. Ça va vraiment l'assouplir. Fais voir, Anton. Ça me plaît. C'est pas fini, hein. Pour délaver et vieillir ce jean, Lilian Richardière a fait appel à 10 ouvriers qui ont travaillé pendant 1 heure sur un seul modèle. Ces coûts, c'est le prix à payer pour espérer gagner la guerre du jean ultra personnalisé. Notre objectif cette année, c'est de vendre 1 million de jeans. 1 million de jeans, tous uniques. Réussira-t-il son pari alors que le nombre de petits fabricants a été multiplié par 20 en 10 ans? La bagarre s'annonce rude. Autre produit tendance qui fait fureur, les baskets. Chaque année, dans l'Hexagone, 50 millions de paires sont vendues, presque une paire par Français. Conçues pour faire du sport, 70% des Français les portent désormais dans la vie de tous les jours. Ce marché se renouvelle en permanence. Nouvelles couleurs, nouveaux modèles et à l'arrivée 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, rien qu'en France. Ces produits de marque que tout le monde s'arrache ont donné des idées aux faussaires du monde entier. Et la basket est devenue l'un des produits les plus contrefaits. Alors quel est aujourd'hui le modèle le plus imité? Comment être sûr de ne pas acheter des fausses baskets dans le commerce? Plongez dans les coulisses de la contrefaçon des baskets. Notre enquête commence sur un terrain de sport. Mourad et Chris sont ce qu'on appelle des drogués de la basket. Tu les mets que pour jouer ou... Non, tu rigoles, je les mets pour le style aussi. Ah ouais. Obligé, c'est limite genre avec, c'est les goûts et les couleurs. Je les trouve super belles. Elles sont, franchement, pour moi, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est beau à voir. Du matin au soir, Mourad vit en basket, mange en basket et sort en basket. Pour dénicher ces petites merveilles, il se rend régulièrement dans un quartier de luxe, Saint-Germain-des-Prés. Ving, ving. Karim, comment tu vas, la forme? Et toi, ça va? Ça Karim, tranquille. Ce jour-là, Karim, le vendeur, leur a préparé une petite surprise. Je vais vous montrer la cam. l'objet du délit. Des baskets qui sont de véritables chaussures de haute couture. Juste ça déjà. Oh là là. Ça, c'est la série qu'ils ont sortie pour commémorer les plus belles années de Jordan. Et dans des matériaux super nobles, en fait, luxe. Toujours du cuir premium, toujours des matières... Bien travaillé, ouais, toujours ça, bien travaillé. Bien choisi. Oh, franchement... À 100? Comment? Ah oui, à 100, c'est vraiment une ouais, à 100. Ah ouais, grave. Ça, c'est du cuir, il n'y a pas à dire. C'est vraiment une paire de luxe. Pour ces baskets dernier cri, les prix sont proprement hallucinants. La BIN 23 est à 400 €. Ouais. Et moi, pour la petite info, j'ai mon pote qui s'est marié avec le même modèle, mais en croco marron. La classe.
Il s'est marié avec une Air Force One à 1500 €. 1500 € pour une paire de baskets. Vous avez bien entendu. Il est prêt à l'acheter là? Pas tout de suite parce que voilà, mais ouais, sinon si j'ai les moyens, ouais, sans problème, ouais. Sans problème. Même sans avoir les moyens, je serais prêt à faire des sacrifices pour l'avoir, ça, sans aucun problème. Pour entretenir sa folie des baskets, Mourad dépense des milliers d'euros. Chaque année, il en achète une 50aine de paires. Son appartement est envahi de baskets tels des trophées. Ça, c'est mes baskets préférées. C'est celles que je vois au réveil et celles que je vois avant de me coucher. C'est cette clientèle de passionnés comme Mourad qui a donné des idées aux faussaires. Certains modèles sont victimes de leur succès. Je vais vous montrer une contrefaçon qui se base sur celle-là. Pour faire la comparaison, c'est celle-là. Voilà. Donc ça, c'est une contrefaçon. Celle de gauche, c'est la fausse. Il n'y a qu'à voir la semelle. La semelle est beaucoup moins endurante que celle de droite, qui est l'original. Voilà. Puis après, au niveau des finitions, juste au niveau de la languette, on voit qu'elle est très confortable, très maniable, alors que celle-là, elle reste raide. C'est vraiment un bout de plastique. C'est vraiment un bout de plastique. Ça, c'est un modèle qu'on peut trouver, comme je vous ai dit, à 30, 40 € sur Internet. Enfin, c'est comme si moi, je vous proposais une Ferrari à 5000 €, il y a forcément un truc qui cloche, quoi. Mais les faussaires s'attaquent aussi à des modèles moins chers. Voici la basket la plus populaire et la plus contrefaite au monde. Un modèle basique en toile. Ce qui est exceptionnel sur ces chaussures, c'est que c'est l'un des plus vieux modèles de basket qui existent. Et elles sont indémodables. Pour le coup, c'est vraiment la définition d'indémodable. Tout le monde en porte, que ce soit les petits, les grands. Là, par contre, si on en trouve à des prix 2 fois moins chers, donc autour de 30, 25 €, comme j'ai pu voir dans certains magasins, là aussi, il faut se poser des questions. Ces baskets sont très copiées car elles battent des records de vente. 750 millions de paires écoulées dans le monde depuis leur création et le phénomène ne va pas s'arrêter là. Car la marque invente sans cesse de nouvelles collections. Elle surfe sur une mode lancée il y a plus de 100 ans aux États-Unis avec la All-Star. À l'origine, c'était une chaussure de sport professionnelle réservée aux basketteurs américains avant de devenir un modèle mythique. Aujourd'hui, basketteurs ou pas, les jeunes l'ont adopté au quotidien. Et les faussaires veulent leur part du gâteau de ce gigantesque marché. Le trafic est tellement répandu qu'il est difficile à démanteler. Beaucoup de clients ont déjà acheté de faux modèles sans même le savoir. Pour notre enquête, nous avons enrôlé Mourad afin d'identifier ces fausses baskets. Il va nous servir d'expert dans ce marché aux puces de la région parisienne. Nous le suivons en caméra cachée, car la plupart de ces chaussures ne sont pas diffusées par le circuit officiel de la marque. Excuse-moi, ça sont à quel prix? En toile, en cuir. En toile. 30 €. 30 €? Et les cuirs, elles sont à combien, les cuirs? 55. 55? Excusez-moi. Oui. Bonjour. Elles sont à combien? 35 € tout ce qui est en tissu. En cuir? En cuir, 55 €. 55 €. Et c'est des vrais? Ouais. 80, 85, 75, et là ça coûte 50 € dans les magasins. Et pourquoi elles sont à ce prix-là si elles sont... C'est la marche, hein. C'est le débit, on travaille sur le débit. Si. On travaille sur la quantité, on travaille pas sur le paire de paires. C'est la quantité qui fait qu'on s'en sort un peu. Et quand on vend 2-3 paires par jour, c'est pas intéressant. 30 € au lieu de 60 en magasin. Mourad n'en revient pas. Par contre, le problème est que comme il y a beaucoup moins de détails sur les autres baskets, je peux pas voir vraiment si c'est des vrais ou pas. C'est ça qui est un peu problématique. Même pour lui, ici, distinguer les vraies des fausses baskets est un casse-tête. Excusez-moi, ça sont combien? Laquelle? Les basiques? La toile, ouais. Les basiques, elles sont à 35. 35? C'est des vrais ou pas? Parce qu'il y a... C'est pas dit, ça serait... Si. Ça, c'est l'exposition, ça. Les vendeurs ont toujours de bons arguments pour justifier leur prix. 35 € au lieu de 65 € prix magasin. Mais après, c'est ça. Enfin, il n'y a que le prix, moi, qui me rend dubitatif. Parce que quand je vois la pompe, il n'y a rien à dire, quoi. Dans le doute, Mourad décide de les acheter, au risque de s'apercevoir trop tard de la mauvaise qualité de la marchandise. Je sais pas si c'est une vraie, si c'est une fausse, je sais pas. Le bon sens voudrait qu'on l'achète à 30 € au lieu de 65 €. Mais puisque c'est moins cher, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose, c'est pas possible qu'on vende quelque chose
moitié moins cher, comme ça, sans raison. C'est pas possible. Pour savoir si les baskets achetées par Mourad sont des vraies ou de simples copies, nous avons demandé à la marque de les expertiser. En attendant les résultats, nous poursuivons notre enquête. Pour la marque, le manque à gagner serait phénoménal, car des milliers de personnes achètent des baskets sur des circuits parallèles. Aujourd'hui, elle vend 3 millions de tennis chaque année en France, mais pourrait en vendre au moins 2 fois plus. Alors Franck Auduto, responsable commercial de la marque, a décidé de croiser le fer avec les faussaires. Ce matin, il est venu sensibiliser ses revendeurs agréés. Les clients nous demandent à quoi peut-on reconnaître une vraie. Nous, on les voit par exemple à 20 ou 30 euros moins cher. Tu sais qu'aujourd'hui, on est très impliqué sur le phénomène de la contrefaçon. Malheureusement, c'est la rançon du succès. Donc tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, l'idée, c'est donc ce logo de revendeur agréé, c'est de venir le positionner sur la vitrine pour que justement le consommateur, quand il rentre dans le magasin, il sache qu'on vende bien de la véritable. Pour lutter contre la contrefaçon, Franck sélectionne scrupuleusement ses points de vente. Notre réseau de distribution, aujourd'hui, très clairement, il est aujourd'hui sur les jeaners, les magasins de mode. Il est aujourd'hui les enseignes de sport. Aujourd'hui, le consommateur, il sait aussi quand il va acheter son produit, dans quel réseau de distribution il l'achète. Nous ne vendons pas aujourd'hui sur les marchés, nous ne vendons pas aujourd'hui aux hypermarchés et aux chaînes de magasins discount. Et nous ne l'avons jamais fait. Si la marque fait autant d'efforts, c'est parce qu'elle a déjà perdu des millions d'euros. Pour préserver sa pépite et stopper les faussaires, elle a lancé les grandes manœuvres. Ce matin, le commandant Sébastien Zara et ses hommes sont sur le pied de guerre. Habituellement, ces douaniers luttent contre le trafic de drogue et la contrebande. Mais aujourd'hui, dans le Limousin, en plein cœur de la France profonde, Sébastien Zara, 15 ans de métier, est sur un gros coup. Selon un informateur, de la marchandise douteuse se trouverait dans un entrepôt de la région. Nous allons accéder aux locaux et chercher à localiser notre stock que nous soupçonnons être des chaussures de la marque contrefaites. Son informateur lui a assuré une grosse prise pour lui et son équipe. Le décor, c'est cette zone industrielle. Et voici l'adresse qu'on lui a indiquée. Bonjour, c'est Sébastien Zara, je suis chef de la surveillance douanière à Limoges. Reste maintenant à savoir si la fameuse cargaison est bien au rendez-vous. Comment la retrouver dans cet immense entrepôt? Les douaniers vont cibler les cartons avec le peu d'informations dont ils disposent. On ouvre un carton pour être sûr que c'est pas mauvais. Et puis après on compte et ainsi de suite. D'accord, c'est parfait tout ça. Il se focalise sur ces cartons. Parce que là, tu vois, tu vas prendre 3 faut pas se fier à ce numéro-là, parce que des fois, c'est pas le même que celui qui est sur la petite. C'est ce stock-là qu'on identifie, donc on le fait étaler. Alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, on va prendre la référence et la quantité. À l'intérieur, il découvre ce qu'il cherchait, les fameuses baskets en toile. D'accord, merci. L'ampleur de la contrefaçon est telle qu'elle ne concerne plus seulement les petits marchés aux puces, mais aussi les entrepôts comme celui-ci, qui hébergent des stocks destinés aux grandes surfaces. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus dans un hypermarché de la banlieue parisienne. Pas cher. Ils sont en ce moment, ils sont à 39, mais c'est 39. Pour moins de 40 €, on trouve ici les fameuses tennis en toile. Et même un stock impressionnant. Mais les clients savent-ils vraiment ce qu'ils achètent? Peu importe, c'est le prix qui décide. Hein. Oh, je pense que c'est des bons quand même. Parce que vous croyez qu'on a le risque de mettre la limitation? Ouais. Si c'était vraiment une limitation, ils ne pourraient pas se permettre de déballer comme ça. En toute confiance, les clients achètent les yeux fermés. Quant aux vendeurs, ils justifient leur prix cassé. On en vend une centaine par jour. Un magasin, il met 4 mois à les faire. Voilà. Il y en a eu énormément d'achetés là. Et bah, plus on achète, c'est comme tous les magasins. Parce qu'eux, ils vendent les prix, parce que c'est pas les mêmes volumes que nous. Là, vous voyez tout ce qu'il y a déjà et on en a encore. C'est pas les mêmes volumes passés, c'est pour ça. Pour les vendeurs, aucun doute possible, ce sont des vrais. Si on nous ferait des imitations,
On se prendrait une amende, je crois qu'on ferme le magasin. Comme sur le marché aux puces, difficile de faire la différence entre une vraie et une fausse. Nous achetons donc une paire pour la faire expertiser par la marque. L'analyse révélera qu'il s'agit bien de contrefaçon. Même résultat, souvenez-vous, pour les chaussures achetées par Mourad sur le marché aux puces. Mais comment reconnaître une basket contrefaite? Y a-t-il des indices? Retour avec les douaniers. Au milieu de leurs centaines de cartons, ils contrôlent minutieusement les tennis en toile, destinés à un autre hypermarché. Donc sur le document que nous fournit la marque, le copyright là, il est absent ici. Et sur ce produit-là, ben voilà, comme quoi il faut vraiment porter une attention particulière. Donc tu vois, on a l'absence ici du copyright sur la chaussure. Ils s'intéressent à plusieurs éléments clés. La présence du copyright, mais aussi celle du numéro de série sur la semelle. Donc, la semelle, voilà. Le vrai produit va avoir son numéro de moule directement dans le fond de la chaussure. Alors là, il est sur la semelle, mais il n'est pas dans le moule. Ouais. Alors qu'il doit apparaître sur la semelle ici. Là. Voilà. Les douaniers trouvent bien des différences, mais elles ne sont pas détectables facilement. Je précise, il s'agit de petits éléments. Hein. C'est pas du grossier. Là, on est quand même sur un produit qui apparaît être de bonne qualité et qui va jeter la confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Hein. En approfondissant le contrôle, le commandant Zara repère un procédé de fabrication risqué pour notre santé. Je vois que les cols sont déjà jaunis. Hein. C'est déjà jaune, quoi. C'est pas net. Hein. C'est avec ces détails-là qu'on va soupçonner que c'est une contrefaçon, hein. Que c'est un produit contrefaisant. Ouais, ça parle tout seul. Hein. Vous voyez, c'est très approximatif. On ne sait même pas si de toute façon les cols, si c'est un faux, les cols ne respectent pas forcément les standards en matière de normes industrielles. Hein. Ça peut être, la colle elle-même peut être un produit toxique. Mais le plus souvent, le consommateur n'y voit que du feu. C'est tout l'objet de la contrefaçon, donner au consommateur l'illusion ou l'impression qu'il fait une bonne affaire, le tromper sans qu'il s'en aperçoive. C'est d'autant plus difficile pour le consommateur, c'est qu'il va les trouver finalement éventuellement dans le rayon d'une grande surface. Donc la confiance pour lui, elle est maximale. Seulement, peut-être qu'au bout de 3 mois, les chaussures vont s'affaisser, elles vont s'abîmer, et lui aura eu l'impression de ne pas avoir eu entre les mains un produit de qualité. Et à ce moment-là, la référence qu'il va avoir en tête, c'est qu'il n'est pas forcément un produit de bonne qualité. Donc c'est en ce sens que les marques demandent à être protégées. Juste à ce niveau-là, on est déjà à 300, 600, 900, 1200, 1300. On est déjà à 1300 paires. Jusque-là, il reste encore tout ça. Il reste encore toute la rangée. Ce jour-là, l'unité du commandant Zara saisit 7000 paires de baskets dans cet entrepôt. C'est le début d'une longue bataille judiciaire, car le supermarché conteste la saisie pour contrefaçon. Il affirme avoir acheté la marchandise hors de France à un intermédiaire qui travaillerait régulièrement avec la marque. Alors comment les faussaires font-ils pour produire des baskets quasiment à l'identique? Dans la profession, il y a une explication communément admise. C'est le vendeur de baskets visité par Mourad qui va nous l'apporter. Quand une marque va commander 100 000 paires de ce modèle-là, ben le mec à l'usine, une fois que la commande elle est terminée, les 100 000 paires elles sont livrées à la maison mère, et ben lui il continue à faire marcher parce que les moules ils sont chez lui. Mais par contre les matériaux ne sont pas les mêmes. Parce que les matériaux c'est lui qui les achète. Donc quand Nike, Adidas, Reebok commandent une paire, ils ont un cahier des charges qui fait que la languette va être de cette qualité-là, l'amorti ici, la bulle d'air, tout ce que tu veux. Mais le propriétaire de l'usine, lui, quand il fait marcher à plein régime son truc, il a les moules, d'accord, mais les matériaux, il achète ailleurs, sur un marché parallèle. Vous avez bien entendu, une partie des baskets contrefaites serait fabriquée par les sous-traitants asiatiques qui travaillent pour les grandes marques. Décidément, le marché de la basket est loin d'être fiable à 100%. Dans un instant, vous saurez tout sur le succès des soldes privés sur Internet. On peut y trouver des vêtements de grandes marques 70% moins chers que dans le commerce. Mais comment les sites de soldes privés font-ils pour vous séduire ?
Ce qui est important pour nous, c'est la qualité de la photo. C'est que tout de suite, le membre voit le produit. C'est ce qui fait vendre. Les clientes sont-elles toujours satisfaites de leurs achats faits à distance? Ah bah, ils se sont trompés de couleur. Vous découvrirez aussi les coulisses de la fabrication de vos maillots de bain de l'été. Et enfin, l'incroyable boom de la mode pour enfants. Auparavant, acheter des vêtements de grande marque à prix cassé était réservé à quelques privilégiés, invités dans des lieux tenus secrets. Grâce à Internet, ces soldes ultra branchés sont accessibles à tous. Cela se passe sur des sites de soldes privés. Le principe, acheter des vêtements de la collection précédente jusqu'à 70% moins cher que dans le commerce, lors de ventes limitées dans le temps. Mais les clientes sont-elles toujours satisfaites de leurs achats? Les produits qu'elles reçoivent sont-ils à la hauteur des promesses? Enquête. Jennifer, 23 ans, est étudiante. Ce matin, elle s'est levée à 7 h pour participer à une vente flash. Et visiblement, elle n'est pas toute seule. Donc là, on peut voir 87 851. Ça fait beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que souvent, on est très pressé. À 7 h du matin, près de 90 000 personnes sont connectées sur ce site. Pour décrocher une belle affaire, Jennifer doit se dépêcher. Très vite, elle repère ses ballerines bleues. Elles sont vendues 17 € seulement, 2 fois moins cher qu'en boutique. Voilà, plus que 3 disponibles. Oh non. Bon bah là, vous voyez, d'autres filles qui, comme moi, sont sur ce site ont pris d'assaut les stocks. Et là, ma pointure est épuisée. Donc là, je suis assez déçue. En 5 minutes seulement, les ballerines bleues ont disparu. Jennifer retente sa chance avec cette robe blanche, vendue 79 € au lieu de 225 en magasin. Donc là, elles sont toutes disponibles, donc tant mieux. Donc je vais payer directement. Votre panier expirera dans 15 minutes. Voilà, un quart d'heure pour acheter, ça fait pas beaucoup. On n'a pas le temps de se poser de questions. Surtout que c'est le matin, donc on est un peu déphasé, on va dire. Et des fois, on peut regretter. Mais ils nous fixent une limite de temps parce qu'ils se disent si on le garde sur le panier, on va peut-être avoir le temps de réfléchir et pas forcément d'acheter. Ces sites internet ont une stratégie marketing hyper agressive. Tout est organisé pour provoquer un achat d'impulsion et faire grimper l'ardoise des clientes. Là, va falloir que je me dépêche par contre, parce que il me reste 14 minutes pour payer. Sinon, mon achat va être annulé en fait. Pressée par le site internet, elle finit par payer. Elle vient d'économiser 146 €, un sacré rabais. Jennifer n'a plus qu'à attendre son colis. Mais comment font ces sites internet pour vendre des vêtements de marque à prix cassé? Pour le comprendre, direction le nord de la banlieue parisienne, chez le plus gros vendeur de vêtements de marque sur internet. Chaque matin, 75 000 articles à prix cassé partent à destination des accros des soldes. Xavier Cour, l'un des fondateurs du site, a lancé une nouvelle méthode de travail. Vendre sans boutique, ni stock de vêtements. Pour vendre à distance aux millions de visiteurs du site, il a investi dans une salle hors norme. Et ça se passe derrière cette porte. Donc ici, c'est un endroit secret, hein, c'est la salle blanche. Donc, la salle blanche, c'est les 600 serveurs qui travaillent en permanence pour accueillir tous les jours nos 2 millions à 2,5 millions de visiteurs uniques. Vous avez des centaines de gens qui se connectent en même temps, 300 000 le matin à 7 h. Et on est vraiment de l'ordre de la microseconde. C'est-à-dire que c'est comme dans un supermarché, c'est quelqu'un qui va arriver juste avant vous et qui va prendre le produit dans le rayon. Ben, ça arrive ici. Donc ces serveurs savent au millionième de seconde que vous êtes arrivé avant moi et s'il ne reste plus qu'un produit, c'est vous qui allez l'avoir. C'est vraiment géré totalement informatiquement et c'est hyper technologique. Mais comme les clients ne peuvent pas essayer les vêtements en boutique, le site est obligé de les mettre en valeur pour les vendre. Et c'est le rôle de Cécile Caballo, directrice des ventes. Bonjour Logan, ça va? On va voir le planning? Pour attirer un maximum d'acheteurs, Cécile déploie chaque jour des moyens dignes d'une grosse production hollywoodienne. Donc voilà, en fait aujourd'hui on a 25 shoots en tout pour cette journée de lundi. On a une capacité de 60 studios photos. On produit à peu près 15 000 photos par jour.
15 000 photos par jour. Le site a investi des millions d'euros dans des studios ultra modernes sur 4000 mètres carrés. À tous les étages, des photographes, des maquilleurs professionnels, des mannequins issus des plus grandes agences pour mettre en scène les nouveaux articles à vendre. Ce qui est important pour nous, c'est la qualité de la photo. C'est que tout de suite, le membre voit le produit. Donc on va y mettre les moyens. C'est ce qui fait vendre. C'est ce qui fait vendre, exactement. Autre technique, à l'image des supermarchés qui diffusent de la musique dans leurs rayons pour vous inciter à acheter. Ce site attire des millions de clients en créant carrément des mélodies et des clips vidéo pour déclencher l'achat d'impulsion. Pour investir autant d'argent, le site doit écouler tous les jours d'énormes volumes de vêtements déstockés. Avant d'en arriver là, Cécile doit récupérer les invendus des marques les plus fashion pour les revendre. Mais les fabricants sont habitués à écouler ces invendus en toute discrétion dans leurs magasins. Alors travailler avec un site internet ne va pas de soi. Bonjour, ça va? Ce matin, Cécile et Beverley, sa commerciale, reçoivent la créatrice d'une marque française de prêt-à-porter très branchée. Elles espèrent lui racheter ses invendus au meilleur prix. La créatrice est venue avec des tuniques brodées de la saison dernière. Voilà, par exemple, des pièces comme ça de la saison dernière en voile de coton qui sont super pour la ville, pour la plage, voilà, où il y a de la couleur. Par exemple, des pièces en paillettes comme ça. D'accord. Oui, ça c'est vraiment emblématique de la marque. La créatrice vendait chaque petite robe plus de 160 € en boutique. Ce site peut lui permettre d'écouler plus rapidement ses invendus. Pour elle, c'est du travail en moins. Cécile et Beverley comprennent que ces vêtements vont s'arracher sur leur site. Elles espèrent que la créatrice a un maximum d'invendus sur les bras. Est-ce que vous pouvez me dire, parmi ce type de pièces justement, quelles sont les catégories de produits sur lesquelles vous avez plus de quantité? Ça représente combien de pièces à peu près? À peu près 2000 pièces. D'accord. 2000 tuniques à la mode, Cécile et sa commerciale sentent la bonne affaire. Elles doivent maintenant négocier le prix d'achat à l'unité pour ces robes. En fonction des pièces, il faut vraiment qu'on puisse proposer un prix psychologique Bien sûr. qui déclenche l'achat d'impulsion directement. Tout notre travail et notre expertise sur Internet va nous permettre de savoir à quel prix, à quel bon prix, un produit va déclencher un achat d'impulsion. À combien la créatrice est-elle prête à brader son ancienne collection? Visiblement, la question dérange. C'est d'en parler ou c'est... Un peu, non? Sourire gêné. Et voilà, et chacun y trouve son compte. Selon nos sources, Cécile a acheté chaque tunique à la créatrice moins de 40 €. Un prix dérisoire. Vous arrivez encore à gagner de l'argent malgré Oui. La créatrice n'en dira pas plus, car en acceptant de brader ses articles sur ce site, elle peut rentrer directement en concurrence avec ses propres magasins. Et dans le milieu, c'est un sujet tabou. Démonstration avec Jennifer, notre fashion victime. Un de mes meilleurs coups sur le net, ça a été ces deux sacs d'une grande créatrice. Je les ai eus lors d'une vente flash et j'ai eu moins 70% je crois dessus. Donc alors là, je me suis fait plaisir. Pour le coup, j'en ai pris deux. On est des prédatrices du prêt-à-porter dans le sens où on cherche toujours les bons plans. Ce sac est un des classiques de la marque. Jennifer l'a acheté il y a seulement quelques mois sur Internet, à prix cassé. Est-il possible de le retrouver aujourd'hui dans un magasin? Comme le déstockage est un sujet ultra sensible pour les grandes marques, nous sommes allés avec Jennifer dans ce magasin parisien très tendance, en caméra cachée. Vous avez toute la nouvelle collection là ou... Le fameux sac, le voici. Voilà. La barre en toile. D'accord. C'est un classique. C'est classique en format à 115. Sauf qu'ils ont modifié là. 115 € en boutique. Ils ont modifié l'intérieur, c'est bien. Mais on peut le trouver moins cher sur les sites de Après, moi, ça, vente. je suis pas supposée connaître. C'est sympa, celui-là en kaki, j'aime bien. C'est à peu près le même que le mien, celui-là, non? Non, parce que je suis assez fan et Oui, j'ai vu. voilà. Sauf que je les avais vus en vente privée, donc c'est sûr que le prix était... Vous avez eu en vente privée? Ouais. Soldé? Ouais.
En boutique. Ah non, sur Internet. Ah, oui, d'accord, ce que je me disais. Ah, vous faites pas de vente privée du tout? Si, mais pas sur les cabas. Ah ouais. La marque vend toujours le même sac en magasin, à quelques détails près. La démonstration est faite. Certains articles vendus en solde privé concurrencent bien ceux des boutiques. C'est juste le fait qu'il y ait une toile différente. Mais c'est les mêmes paillettes, c'est le même cabas, c'est exactement pareil, sauf que c'est la couleur. Mais la toile est la même. Donc en fait, je l'ai eu à moitié prix. Et au final, ça devient accessible. Donc c'est vrai que des fois, on se dit ah, bah, pourquoi acheter en boutique alors qu'on peut avoir moins cher sur Internet? Seulement voilà, avec certains sites de solde privé, la promesse n'est pas toujours au rendez-vous. Dans la foulée, Jennifer récupère un colis contenant des vêtements commandés par Internet. Enfin, mes colis. Elle attendait avec impatience 2 tuniques pour sortir le soir. C'est bon. Mais elle va avoir une sacrée surprise. Sur leur site, ils promettent 48 heures. Ça a mis 4-5 jours. Ah, bah, je m'attendais pas vraiment à ça, vu le modèle sur le site. Bon, après, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais elle est quand même sympa, donc je regrette pas, mais bon, elle était quand même plus jolie sur le site. Et elle n'est pas au bout de ses déceptions. Ah bah, ils se sont trompés de couleur. Je l'avais commandé en blanc cassé et ils me l'ont livré en rose. Donc je vais devoir me rendre à la poste, refaire un colis. Donc ça, c'est un peu les joies d'Internet. Hein. On s'attend à quelque chose, c'est pas le bon. La commande, c'est très bien, les prix, c'est souvent bien. Mais après, la livraison, c'est vraiment... Enfin, en l'occurrence, moi, j'ai toujours des problèmes de livraison. Elle tente alors de joindre le site pour échanger ses vêtements, voire se les faire rembourser. Mais ce n'est pas gagné. Ah, ça a raccroché. Au bout de 3 tentatives, Jennifer baisse les bras. Sur la centaine de vêtements qu'elle achète chaque année, il y a 5% d'erreurs. Et sachez qu'en cas de problème, 3 semaines au moins seront nécessaires pour vous faire rembourser. Si vous préférez un échange, il ne vous reste plus qu'à espérer que votre vêtement soit toujours disponible. C'est la rançon du succès des soldes privés. Le maillot de bain, c'est le produit de l'été. Il s'en est vendu plus de 15 millions l'année dernière. En quelques décennies, ce banal produit de bain est devenu un article ultra tendance pour bronzer sur la plage. Quelques centimètres de tissu qui font l'objet d'une bataille acharnée entre fabricants. Ils s'affrontent à coups de nouvelles formes, de nouvelles matières et d'imprimés originaux pour conquérir un public surtout féminin. Car les femmes représentent 3/4 des acheteurs. Et pour nous, dans le maillot de bain, avoir une matière résistante et qui tienne bien, c'est très important. C'est la base. Là, on est sur une matière brillante qui sera vraiment le best de cet été. Voilà. J'aime beaucoup l'effet français comme ça, c'est ce que je voulais. La bataille se joue en quelques mois seulement. Alors pour vendre sur la période très courte de l'été, tous les coups sont permis. Objectif des marques, attirer l'attention sur leur nouveau modèle. Cette année, la première à avoir dégainé, c'est une grande marque française de maillots de bain connue pour ses petits prix. Petits prix, mais défilés dignes des plus grands couturiers. Avec chanteur et people, pour quelques centimètres carrés de tissu seulement. La bataille est lancée. Cet été, qui va gagner la guerre du maillot de bain? À quelques semaines des vacances, Cécile à droite et Alban, 23 ans, sont à la recherche d'un maillot de bain. Objectif des 2 copines, dégoter le maillot parfait à moins de 50 € qui mettra en valeur leur forme pour bronzer cet été. Celui-là, il est... C'est du B, mais c'est assez étrange parce que on dirait un peu du D. Donc je sais pas, il paraît énorme en fait. Cécile et Alban ont peur de se tromper. Moins il y a de tissu, plus il y a d'enjeux. Bikini à fleurs et poitrine aguicheuse, forme bandeau et motifs à rayures, mais aussi imprimés colorés à froufrou. Elles n'ont que l'embarras du choix. Direction les cabines d'essayage,
quels sont les maillots de bain qui vont les séduire? Et surtout, qui vont mettre en valeur leur sein? J'ai plus de sang d'un coup, c'est horrible. T'aplatis tout. Voilà, donc ça ne va pas du tout, ça va pas du tout. Les motifs sont pas très jolis. Celui-ci est éliminé d'entrée de jeu. Ça te fait pas des petits seins le triangle? Ah non, celui-là, je suis surprise, il est pas mal. Juste parce qu'il est en bois. Mais il est très bien celui-là. Celui-là, j'aime bien. Et, même s'il y a un petit cours de petit tennis au bord de la plage, je pense que ça tiendra pas mal. Alban préfère le côté pratique et sportif. Prête pour aller à la plage. Il est bien celui-là. Mais il m'écrase les nichons, non? Un maillot de bain, qu'est-ce qu'il doit cacher, qu'est-ce qu'il va révéler? Alors, il doit mettre en valeur la poitrine et la culotte, tout en qu'à si elle peut un peu cacher les fesses, ça peut être bien. Pas trop déchancré, voilà. Mais, et puis qui permettent de pouvoir bronzer correctement, pas avoir des traces trop bizarres non plus. Voilà. Ce jour-là, Alban et Cécile n'ont pas trouvé leur bonheur. Elles se donnent encore quelques jours. Nous voici dans les ateliers d'une marque connue pour ses petits prix. Florence, la styliste en charge des maillots de bain, doit valider la collection de l'été. La saison se joue dès ce matin. Alors ça, effectivement, c'est la collection qui va arriver en magasin en été 2011. Et on a déterminé 2-3 tendances différentes. Et puis surtout, ce qui arrive très fortement, c'est cet esprit aquatique, avec des matières irisées, des matières pailletées, des matières qu'on appelle en fait enduites, et qui donnent de très jolis reflets sur les maillots de bain dans des couleurs absolument incroyables. Pour cet été, Florence a misé sur la matière. Elle compte sur ce tissu brillant, surprenant, pour booster ses ventes. Cette matière, elle est juste dingue parce qu'elle a 15 couleurs. Elle représente un paysage tropical avec des oiseaux, des fleurs, une nature vraiment luxuriante. Et ce qui est fou, c'est cette induction en fait, donc cette brillance qui est ni plus ni moins qu'un imprimé transparent qui vient dessus. Sur laquelle moi j'ai des doutes justement sur la tenue à l'utilisation. Le produit rendu est très beau, mais il faut vraiment qu'on arrive à se rassurer et à faire les tests nécessaires pour être sûr qu'à l'eau de mer ou au chlore, en fait, ça ne parte pas. Je pense que le prix sera un prix abordable, très abordable même, et avec une brillance qui sera au rendez-vous cet été. Ceux qui n'auront pas misé sur la brillance, je pense, auront, à mon avis, du souci à se faire. Ah bah très bien, super, ah bah il rend bien. Dernière retouche sur une employée de la maison. D'accord. Alors, je trouve qu'il coupe un petit peu. Il faudrait probablement lui redonner un petit peu plus de volume. Okay. Alors, donc, vous voulez rajouter... Juste ici, on va dire 1,5 cm et demi, ouais, pas plus, parce qu'après c'est des modèles qui se veulent un petit peu plus, pas sexy, mais un peu plus glamour, un peu plus dégagé en fait. C'est pas forcément un modèle rassurant. Okay, ça marche. Donc on part. Super. Ici. Ouais, exactement. Le maillot de bain devra repasser par les ateliers pour être modifié d'après les indications de Florence. Et pour se rassurer sur la résistance du produit, elle va le soumettre à un ultime test de lavage. Le test que vous voyez dans la machine, c'est en fait une simulation de machine pleine en fait, en condition comme si la cliente lavait son article avec d'autres produits à elle, d'autres articles. La nouvelle matière choisie par Florence a-t-elle résisté? Voici le résultat après dit lavage. Donc on voit bien que l'induction a tenu et qu'elle n'a pas terni. On a toujours cette brillance en fait. Il passe les tests? Passe les tests, celui-ci. Ouais. On est content, c'est notre produit star de la saison. Ce maillot de bain sera mis en vente 45 €. Un prix plutôt bon marché par rapport à ses concurrents. Florence a choisi la matière comme étendard, mais d'autres sociétés misent sur le look et la forme. Direction la Tunisie, la Mecque du maillot de bain pour les fabricants. Nous sommes à Monastir, la porte d'entrée de tous ceux qui se disputent ce business de l'été. Cédric, un Marseillais, vient de lancer sa marque de maillot. Il compte bien se faire sa place au soleil. C'est un très gros enjeu, la saison est très courte. On travaille sur 6 mois, il y a 4 mois pleins. Chaque jour perdu est un jour où on perd du chiffre. Il faut faire 1 heure de route avant d'arriver dans un petit village reculé. L'usine qui fabrique ces maillots emploie une main-d'œuvre très bon marché. À sa tête, Ludo, un Français.
Donc, en ce moment. Ouais, là, tu sais, c'est... Cette saison, pour vendre un maximum de maillots, Cédric a misé sur la forme et le look. Avec par exemple une coque en mousse placée dans les bonnets. Alors ça, c'est une coque qu'on a développée parce que lorsqu'on a fait des essayages et des mises au point, on s'est aperçu de petits détails. Donc on a fait rajouter une pointe là qu'on ne trouve pas dans la plupart des coques. Elles sont finies droites. Il y a une rigidité et une répartition du volume qui a été choisie et qui apporte une différence par rapport à d'autres produits. Une coque plus rigide et plus confortable que celle de ses concurrents. Il a intérêt à ce que ça marche. C'est dans ce type de détail qu'il a investi beaucoup d'argent. Si j'avais choisi une autre coque, j'aurais pu gagner à peu près 30 centimes d'euros par coque. Celle-ci, je la paye 1 euro. Donc c'est quand même un coût. Après, dans le choix des tissus, donc ça c'est un tissu, c'est une microfibre qu'on a fait développer et imprimer exprès. Tout ça, ça influe sur le coût du maillot de bain. Après, derrière, je pourrais choisir un fil un peu plus bas de gamme, un tissu plus bas de gamme, éviter une coque comme ça. Je gagnerais peut-être 1 euro, 1,50 € par produit facilement. En général, j'ai un prix de revient pour chaque maillot de bain autour de 15 euros. Mes concurrents sont peut-être à 2-3 euros de moins. Et pour s'imposer sur le marché, Cédric doit aussi créer sa signature. Chez lui, ce sont ses imprimés qu'il conçoit avec sa styliste. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire. Et c'est pas mal de mélanger la rayure avec le papillon. Ouais, supprime-moi la rayure, voilà. Je pense que c'est toujours un bon motif et que l'année prochaine, il va être encore d'actualité, donc je n'ai pas peur. Après, l'originalité et le risque, on le prend sur d'autres motifs et sur d'autres colorations. C'est là où on peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Une mauvaise surprise, un mot pudique pour désigner un échec commercial. Pour ce maillot, Cédric a essuyé un sérieux revers. Donc ce modèle, en prod, on va pas le suivre. Je le sens pas, en plus on n'a pas très bien vendu, les clients ils ont pas adhéré, donc tu peux l'annuler. C'est les colorations? Ouais, les colorations, parce qu'on l'a bien vendu après en bleu et en prune, mais en vert il est mal passé, trop sombre, ouais. Quand on fait un maillot de bain comme celui-ci en turquoise, dans le réseau du maillot, c'est un bon basique, on innove peu, donc on va être sûr de le vendre. C'est comme ça, c'est la loi des collections, c'est la loi du maillot. Les imprimés représentent 50% du prix du maillot de bain. Ses concurrents achètent des stocks de rouleaux de tissu à l'avance, mais lui, pour être plus compétitif, il a une vraie botte secrète. Cette imprimante révolutionnaire. Ici, on achète un tissu blanc. À vrai dire, on achète un tissu qui est traité. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment comme une imprimante, hein. Ni plus ni moins. Donc tout ce qui n'est pas dans le maillot n'est pas imprimé. Là, on imprime vraiment à la demande et du coup, en stock, j'ai peu de déchets. Si vous voulez, en impression traditionnelle, un dessin sur 2 couleurs, vous allez l'acheter 12,50 €, 13 € du mètre. Nous, on va sortir à 13,50 €, 14 €. Ça coûte plus cher à fabriquer, mais en gestion, on s'y retrouve. C'est-à-dire que j'ai pas de stock tissu, j'ai une réactivité, j'ai mon dessin exclusif et adapté à ma marque. Je peux changer les colorations, comme vous avez vu, en une journée, en 1 heure, on peut changer les colorations et avoir un nouveau produit. C'est important de pouvoir créer un nouveau modèle comme celui-ci qui nous manquait et que je pense qu'il va bien se vendre, de le créer en tout début de saison et de le livrer la semaine prochaine en boutique. C'est là où c'est très important, c'est là où on est bon et c'est là où on est fort. C'est grâce à cette machine que Cédric compte bien obtenir sa part du gâteau. En plein été, il sera capable de s'adapter à la demande et d'approvisionner ses boutiques avant ses concurrents. Dernière touche finale avant la mise en rayon. Donc là, c'est la nouvelle coloration. Ouais. Tu vois, le turquoise, il se marie bien avec l'uni. Il faudra lui mettre des perles au milieu, ça serait pas mal. Ok. L'emplacement est très bien. La grosseur, le volume, on est bon. Non, voilà, bon, là, on a un bon produit. Vraiment, je suis confiant, là. Et pour doubler ses ventes, il a pensé à tout. Tu peux essayer la tunique, s'il te plaît? On a pris les mêmes colorations, mais on n'a pas tout à fait le même rendu, donc il faut qu'on se règle. En tout cas, tu vois, ça finalise. Regarde, l'ensemble est très bien. Ah bah là, la oui. cliente, elle vient, nous prend un maillot de bain, elle repart avec le maillot, la tunique et un peu de chance le paréo. Pour nous, ça finalise des ventes. C'est des ventes complémentaires. Et là, je suis content, ouais. Dans quelques semaines, il saura s'il a réussi son pari face au poids lourd du marché. Matières révolutionnaires ou imprimés originaux sur les plages.
la guerre du maillot de bain ne fait que commencer. La France compte 11 millions d'enfants et la plus forte fécondité d'Europe. Pour faire le bonheur de leurs bambins, les parents dépensent en moyenne 500 € chaque année par enfant. Un business estimé à plus de 3 milliards d'euros. Alors pour séduire de plus en plus d'enfants, les industriels du secteur mettent désormais les grands moyens. Salons de prêt-à-porter spécialisés, magazines branchés avec shooting de bébés, défilés haute couture. L'enfant est devenu une cible de choix et le chouchou des podiums. Comme chez l'adulte, ce sont les marques de luxe qui font la tendance. Objectif, vous faire craquer en proposant à vos enfants de plus en plus de looks miniatures pour imiter les grands. Robe blanche en soie comme maman, veste cintrée et panama comme papa. Une tendance largement véhiculée par les people. Look ultra branché pour Will Smith et ses enfants, Jade et Willow. Quant à Tom Cruise, la photo de sa fille âgée de 3 ans portant des chaussures à talons a fait le tour du monde. Ce filon semble inépuisable et concerne désormais tous les âges et tous les budgets. Mais tous les enfants profitent-ils vraiment de ces vêtements à la mode? Et comment les marques du secteur font-elles pour empocher les mêmes marges que dans le prêt-à-porter pour adultes, alors qu'elles utilisent 3 fois moins de tissu? Enquête au royaume de la mode enfant. On va aller faire les magasins et tu vas t'habiller comme maman. Alors tu vas mettre ta doudoune noire comme maman, d'accord? Alors vas-y, toi tu mets la tienne et moi je mets la mienne. Allez tiens. Stella, mère au foyer, est une fashion victime. Pour elle, mais surtout pour sa fille, Shirel, 3 ans. Habiller sa fille de la tête aux pieds comme maman, c'est le petit jeu préféré de Stella. Dès qu'elle peut, elle court les boutiques pour acheter à sa fille les mêmes vêtements de marque que les siens, version mini. Tiens, regarde Shirel. Ce matin encore, Shirel et Ava, son bébé de 6 mois, l'accompagnent. Toi chérie, ce manteau rose, il te plaît? Viens le regarder de plus près. Est-ce qu'il te plaît ce... C'est à Shirel? Non, c'est pas encore à toi. C'est une marque quand même qui est assez chère. Quand on aime quelque chose, on compte pas comme on dit. Voilà. Dans cette vitrine, les vêtements sont très tendance. C'est ce que Stella recherche pour ses enfants comme pour elle. Ce jour-là, comme souvent, Stella et Shirel sont habillés avec les tout derniers hits de la mode. Même doudoune à capuche, boots branchés identiques, Shirel est la copie miniature de sa mère. Ah, voilà, mon magasin préféré. Regarde Shirel, c'est là où on a acheté ton maillot. Tu te rappelles? Cette boutique, c'est un des temples de la mode pour enfants. Ici, on surfe sur la tendance du mini-moi. Le concept, proposer aux enfants les mêmes vêtements de marque que leurs parents, et cela dès le plus jeune âge. Excusez-moi, le 3-4 ans pour les petites filles. Là, c'est le bébé. Là, c'est le garçon. Oui. Alors, excusez-moi. Ah oui, d'accord, voilà. Alors, je voulais savoir un petit peu ce que vous avez, parce que en fait, j'ai un manteau un peu dans les tons de gris, gris foncé. Et en fait, comme j'aime habiller ma fille comme moi, je voulais savoir ce que vous avez un peu comme manteau assez classique, voilà. Il fait combien celui-là? Alors, la petite parka, elle fait 249 €. D'accord. Il fait combien le Burberry? 289. D'accord. Il te plaît celui-là ou tu préfères le gris? Tu préfères celui-là ou le gris comme manteau? Tu préfères le gris? D'accord, bah c'est ce que je préférais aussi. Vous voyez, la fille et la maman ont les mêmes goûts. 249 € la parka pour enfants, un prix franchement élevé pour une petite taille. Mais pour sa fille, Stella ne compte pas, au point d'avoir rendu Shirel accro à ses copies miniatures. Celle-là, elle est pas mal, elle tirait bien blanche, parce que comme tu es mat de peau, et puis que tu es brune, ça tirait très bien. C'est ta robe, mais c'est pas encore la tienne, il faut être très sage, hein. D'accord, chérie? Attends, chérie. Elle te plaît cette robe? Attends, regarde, elle est assortie à ta barrette. T'as vu, elle est assortie à ta petite barrette. Oui, ça a l'air de lui plaire. Tu donnes la carte à la dame? Merci, chérie. Dans un instant, vous découvrirez pourquoi les vêtements de la mode enfant sont si chers. C'est du 6 mois. Je pense qu'en prix de revente, on doit être aux alentours, on doit s'approcher des 400 €. Quelles techniques ont inventé certains fabricants pour défier les marques les plus puissantes? Voilà, j'ai acheté ce vêtement qui est un 14 ans. Et lorsque je le superpose, vous allez voir la différence qui est quand même très importante. C'est-à-dire que mon 12 ans est plus grand qu'un 14 ans. Plongez dans l'envers du décor de la mode enfant.
Nous sommes au salon de la mode enfant à Paris. Un rendez-vous incontournable réservé aux professionnels. Bonjour Evelyne. Ah bonjour. Ça va? Ça va. Marie Soudré ne manquerait pour rien au monde cet événement. Elle vient faire ses courses au salon pour revendre ses vêtements sur le site internet qu'elle a créé pour les enfants. Si Marie s'est lancée dans ce business, c'est qu'elle a vite compris qu'elle pouvait réaliser des marges aussi importantes que dans le prêt-à-porter pour adultes. Et vous allez voir comment elle s'y prend. On a des pièces qui sont en vraie fourrure, qui sont un peu dingues. C'est exactement la même forme, enfin l'inspiration a la même forme que celle qu'on va avoir en adulte. C'est du 6 mois, ça doit coûter très très cher, ouais. Ça coûte très cher, je pense qu'en prix de revente, on doit être aux alentours, on doit s'approcher des 400 €. Une folie. 400 € pour cette fourrure destinée à un bébé de 6 mois. C'est quasiment le budget annuel que consacre une famille pour habiller un enfant. Et Marie sait qu'elle risque d'en vendre très peu. Pour multiplier ses ventes, elle recherche des marques plus confidentielles et surtout moins chères. Quelques stands plus loin, elle va trouver son bonheur. Le produit tendance de la collection, c'est avec le modèle en lapin. Avec le col lapin, le petit pompon. C'est un modèle qui est décliné de l'adulte, de la ligne adulte, qu'on retrouve également. Et en adulte aussi, t'as le pompon? La même chose. C'est exactement le même modèle, sur les mêmes couleurs, les mêmes matières. On va prendre celle-là parce qu'en effet, je pense que les petites filles vont juste être tellement contentes de pouvoir porter du cuir métallisé avec de la fourrure que ça va être un succès commercial garanti. Marie flaire la bonne affaire. Reste à savoir combien elle peut les revendre sur son site. Au niveau prix, par rapport à la classique, tu vas être positionné comment? Tu bascules au-dessus des 100 € ou tu restes en dessous de 100 €? On est entre 90 et 110 €. D'accord, ok. Donc on est quand même dans la fourchette des 100 €, mais pour un produit qui est super mode et où tu dis ce qui est marrant, c'est que comme elle existe en adulte aussi, on peut imaginer la mère et la fille portant les mêmes baskets. Devant notre caméra, Marie, notre businesswoman, n'évoque que le prix public en magasin avec le vendeur. Elle n'aime pas beaucoup parler du prix coûtant des articles qu'elle achète et encore moins de ses marges. Alors, à combien s'élèvent ces marges et celles du secteur de la mode enfant? La réponse, c'est au cours d'un rendez-vous chez un créateur français que nous allons la voir. Car pour vendre beaucoup de vêtements sur son site, Marie s'approvisionne dans les salons pour enfants, mais aussi chez les fabricants. On s'installe? Marie est venue avec son carnet de chèques. Elle compte commander certains produits repérés au salon. On a un budget qui a fait plus 50% par rapport à la saison dernière, donc qui suit l'évolution du site. Donc je pense que je vais partir sur une vingtaine de références à peu près. Ah oui, c'est cette pièce que tu m'avais sortie aussi qui est très importante. Alors ça, c'est une pièce pareille qu'on va retrouver à la femme. Et qui est plus habillée. C'est vraiment, encore une fois, les mêmes coupes. Donc l'enfant sera ras du cou, avec des petites... Ce qui est beaucoup plus adapté à un enfant où on lui décolle. Et la femme, on sera avec, on sera avec un décolleté. C'est un côté petite femme sur un corps d'enfant. Marie a flashé sur cette petite tunique pour enfants, qui existe aussi en adulte. Dans ce showroom, les modèles enfants comportent tous 2 à 3 fois moins de tissu et nécessitent moins de travail que les vêtements adultes. Et pourtant, la différence de prix n'est pas proportionnelle. En termes de prix, sur la robe, tu seras à peu près à 140. Ouais, voilà, je t'aurais dit entre 120 et 140. On commence à connaître un peu. Et j'imagine qu'en femme, tu dois ressortir aux alentours de, je sais pas, 280 pour l'équivalent peut-être, ou chose comme ça. Non. En femme, on va être aux alentours de 250, 260. Ouais. D'accord. 250 € pour le modèle adulte et 140 € pour le modèle enfant. Nous tentons de savoir combien Marie achète ses vêtements enfants. Mais visiblement, la question dérange. Vous touchez à combien alors ce vêtement? Ah, ça, on va vous dire, mais dans le marché de l'enfant, on va dire que les marges sont complètement standardisées. Standardisé, un mot pour ne pas dire que ces marges sont élevées. C'est la calculette de la commerciale qui va le révéler. Souvenez-vous, la tunique pour enfants, Marie va la vendre 140 € sur son site. Or, la calculette est implacable, elle ne l'achète que 54 €. Entre les deux, elle a multiplié le prix par 2,6. On va être aux alentours de 140. Une marge élevée, d'autant qu'elle n'a pas de frais de boutique. Copier des modèles adultes pour dépenser moins en création, miser sur des tailles standards, utiliser les mêmes tissus, autant de recettes des grandes marques pour diminuer leurs coûts de production, sans pour autant diminuer leur marge. Le problème, c'est que cette rentabilité maximale exclut un grand nombre d'enfants. Une résidence tranquille près de Versailles.
Tu vas essayer cette petite robe pour le printemps? Avec ça? C'est ici que vivent Béatrice et sa fille Elena, âgée de 10 ans. Béatrice s'arrache les cheveux pour habiller sa fille comme ses copines, car Elena est en surpoids. Non, ça va pas. Non, bah attends. Ouais, bah c'est au niveau de ta poitrine, ça passe pas. Hein. Bah, c'est dommage parce que c'était mignon. Ouais. Là, ça me serre là. Ça te serre là? Ouais. Oui. Ouais, donc ça va pas, quoi. Ouais. C'est trop petit. En France, un enfant sur 5 est en surpoids. Elena n'arrive pas à s'habiller à la mode, car dans sa taille, rien ne lui va. Elena donc a 10 ans et demi. Donc normalement, on devrait prendre, en achetant du 12 ans, voire du 14 ans, ça devrait aller. Donc là maintenant, on est confronté au problème où, vu sa morphologie, le 14 ans donc ne va plus. Et malheureusement, le 16 ans n'existe pas. Tu es souvent déçu? Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habits qui me vont et que quand je vois ma copine qui ont plein d'habits... Et moi, je me refuse d'habiller ma fille en jogging parce que ça, après, voilà, il y a la solution. Hors de question pour la maman d'Elena de baisser les bras. Régulièrement, toutes les deux tentent leur chance dans les grands magasins comme celui-ci. À l'étage, un espace entier est consacré à la mode enfant. Pour montrer la réalité des essayages dans ces commerces grand public, nous tournons en caméra cachée. Dans les rayons, mère et fille tombent sur plusieurs centaines de vêtements de marque. Béatrice espère trouver de quoi satisfaire Elena. Elle repère un petit chandail rose. On a pris du 16 ans, mais du coup, on se retrouve avec les manches trop longues. Et en fait, elle n'est pas à l'aise. Et mère et fille ne sont pas au bout de leur peine. Une vendeuse va leur proposer une idée étonnante. Sinon, on va aller dans les ce qui est garçon, c'est moins mignon. Oui, alors ça, vous avez raison, mais alors, le problème, c'est que c'est moins féminin. Oh, les chemises bleues, là et tout, moi j'ai pris pour ma fille, je peux vous dire qu'elle est super ravie. Une chemise pour garçon, c'en est trop pour Elena. J'ai un peu de mal à accepter ça. Après une heure d'essayage, c'est la fin du calvaire. Donc là, on est ressorti bredouille. Je suis à la fois déçue et surprise que les marques d'enfants ne se jettent pas sur un créneau qui doit exister, parce qu'on n'arrête pas de parler de ça, des problèmes de poids. Voilà. Conclusion, il faut qu'on trouve une solution. Hein? La solution, c'est chez un petit fabricant arrivé sur le marché il y a quelques mois qu'elles vont la trouver. Béatrice, Elena, eh ben oui, hein, c'était... Enchantée, ma jolie. Elisa, la créatrice d'un site de vêtements pour enfants, a accepté de nous recevoir dans son atelier. À l'origine, cette mère de famille n'arrivait pas non plus à habiller sa fille en surpoids. Voyant le phénomène augmenter en France, elle s'est lancée sur ce créneau. La mode pour petites filles rondes, qui visiblement n'intéresse pas les professionnels du textile. Les autres marques ne sont pas du tout dans ce créneau. C'est tellement tabou qu'ils ne veulent même pas en entendre parler. Ils sont très mode et il faut être très mince. Ils veulent absolument habiller la majorité des enfants. En fait, ils habillent les Lolita. Hein. Elisa se bat depuis plusieurs mois contre ce diktat de la mode. Aujourd'hui encore, elle va tenter de trouver un vêtement pour Elena. Tu vas pouvoir regarder la collection tranquillement. Et ben voilà, hein. Parce que chez moi, tout te va. Voilà. Donc on espère. Tout l'été est devant. Ah ben voilà. Elle a déjà repéré. Est-ce qu'elle aimait bien? Elena flash sur quelques vêtements. Voilà. Donc je vais juste mesurer la poitrine, Voilà. ça devrait suffire. Pour habiller des jeunes filles comme Elena, la créatrice a carrément créé des tailles qui n'existent nulle part ailleurs sur le marché. Une sacrée différence pour les enfants un peu forts. J'ai acheté ce vêtement qui est un 14 ans et lorsque je le superpose sur le vêtement que je viens de créer qui chez moi est un 12 ans, vous allez voir la différence qui est quand même très importante. C'est-à-dire que mon 12 ans est plus grand qu'un 14 ans. Mes vêtements en fait sont presque aussi larges que hauts quelque part. Je double les tissus par rapport à une taille normale enfant. Donc je me retrouve avec les prix adultes en fait. Des vêtements avec plus de tissu, donc plus chers à fabriquer. Mais Elisa ne répercute pas ce coût supplémentaire. Elle vend ses habits 30 € en moyenne. C'est 3 fois moins cher que les grandes marques de mode enfant qui privilégient la rentabilité maximum. Donc là, il est mieux quand même.
Oh, dis Et le donc. pantalon, ça va. Alors, comment tu te trouves, Elena? Bien. Bien? Joli? Ça te plaît? Oui, le petit rebord. Avec ce petit haut, Elena a trouvé son bonheur. Elisa, elle, a trouvé son créneau et la réussite est déjà au rendez-vous. En 6 mois, elle a multiplié ses ventes par 3. À l'approche de l'été et des soldes, les marques de textiles vont tout faire pour vous vendre un maximum de vêtements, avec promotion à la clé. Et comme Alban, Elena et Constance, vous allez plonger dans la jungle des prix et tenter d'éviter les pièges. Alors peut-être trouverez-vous votre bonheur.